Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme chaque semaine, on se retrouve sur Radio Patrimoine pour passer une petite heure ensemble, accompagnés des meilleurs acteurs de la gestion de patrimoine. Cœur de patrimoine vous concocte tous les mercredis votre guide patrimonial personnalisé. Alors au sommaire de ce 30e numéro, on va commencer par dresser un panorama des marchés financiers, notamment en cette fin d'année, période toujours propice à quelques réflexions. Et puis nous parlerons d'un produit peut-être un peu méconnu, le mandat dédié en assurance vie. Nous parlerons ensuite du marché immobilier avec un des plus fins connaisseurs de ce secteur qui nous dira que c'est mort pour la location courte durée. Enfin, vous saurez tout sur la gestion de trésorerie. Voilà, c'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour commencer ce cœur de patrimoine, on va s'intéresser, je vous le disais, au marché financier en accueillant Séverine Piodeval. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, présidente fondatrice de vifargent.io, plateforme, on dit, c'est ça, de gestion thématique, de conseils en allocation. Tout à fait. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Fin d'année avec, dans cette fin d'année, un éléphant dans le magasin de porcelaine, on va dire, Donald Trump élu ou réélu en fonction. Et depuis ces quelques semaines, on a eu beaucoup de nominations, beaucoup de communication, et on commence peut-être à mieux interpréter, comprendre, discerner ce que nous réserve ce second mandat de Donald Trump, et notamment de regarder quels vont être les impacts sur ce qui concerne la croissance, l'inflation, etc., parce que tout est bien évidemment imbriqué, et y compris la Fed, etc., etc. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu ce retour de Donald Trump ? Comment les marchés l'appréhendent-ils ? C'est tellement imbriqué qu'effectivement, on a un peu de mal à chiffrer à ce stade. Si on commence peut-être par... donc, il y a trois grands sujets. Il y a les taxes à l'importation, la question de l'immigration et les baisses d'impôts. Si on commence par les taxes à l'importation, parce qu'il y a eu quelques annonces la semaine dernière. Il y en a eu trois, en gros. Donc, d'abord, ce 25%, on ne sait pas très bien d'où il sort, sur le Mexique et le Canada, 10% sur la Chine. On ne sait pas très bien si ça s'additionne à ce qui avait été communiqué auparavant, si ça le remplace. Alors, pour mémoire, le programme, c'était 20% de droits de douane pour tout le monde et 60% pour la Chine. Là, on est à 25% sur le Mexique et le Canada, qui tous les deux manifestement ont l'intention de rétorquer. Le ton est un petit peu monté. La Chine a été un peu plus soft, mais elle réagirait également. Et il y a eu deux autres annonces qui sont de près ou de loin liées à ces taxes à l'importation. Il y a eu la nomination de Jamieson Greer comme attaché commercial. Mmh. C'est un membre de l'ancienne équipe et c'est un farouche anti-Chine. Et puis le troisième élément, ça a été l'annonce, les menaces, concrètement, samedi de Trump contre les pays, les BRICS, qui voudraient se passer du dollar. Et c'est vrai que quand Trump a commencé son premier mandat, le dollar, c'était 65% des réserves mondiales. Maintenant, on n'est plus qu'à 58%. Et donc, c'est quand même plutôt rassurant parce que ça veut dire que sur ces droits de douane, qui sont un gros risque pour la croissance, il est quand même conscient du fait qu'il a 36 trillions de dettes à financer, son programme en rajoute 20. Et donc, il faudra peut-être être un peu moins ambitieux que ce 20-60. C'est vrai, vous avez rappelé les trois grandes thématiques de ce programme, que ce soit sur la guerre commerciale, on va dire, que ce soit sur l'immigration et la déportation, entre guillemets, de tous ceux qui n'ont pas voie à rester. Et puis, effectivement, également, les histoires de trajectoire, etc. Tout ça, quand on regarde... ça ramène quasiment à un seul concept, c'est l'inflation. Or, Donald Trump a fait toute sa campagne en disant les autres ont mal géré l'inflation, et on a l'impression que effectivement il a été élu pour arranger la fin du mois avant de s'occuper de la fin du monde, comme l'a un petit peu dit tout le monde. Aujourd'hui, on se dit comment ça va être possible. Enfin voilà, comment est-ce que les marchés peuvent digérer l'ensemble de toutes ces annonces avec l'idée inévitable que ça va générer de l'inflation, et que donc ça va gêner la Fed, et donc... Oui, vous avez raison, les trois mesures sont inflationnistes, et donc le solde de tout ça, on a plus d'estimations sur la croissance que sur l'inflation. Donc sur la croissance, on a des estimations qui sont de l'ordre de 1,7-1,6% en négatif
en raison de la guerre commerciale et ou vous disiez des déportations, enfin de la politique anti-immigration. Je citais plutôt les propos de... Mais donc, on a des estimations à moins 1,6, moins 1,7. Sur l'inflation, on a le précédent donc de son premier mandat, un peu difficile à calculer sur la fin puisqu'il y a eu le Covid, mais c'était 0,1%, donc négligeable, mais c'était aussi pas grand-chose en termes de hausse des droits. Là, on voit des estimations qui vont, pour le Peterson Institute, jusqu'à 4 ou 6%. Donc oui, net, je pense pas qu'on ira jusque-là, mais net, c'est positif de l'ordre de, je dirais que le consensus est autour de 0,5% pour la croissance. Et effectivement, plus d'inflation et donc un travail un peu plus compliqué pour la Fed. Sachant qu'il y a plein d'autres effets collatéraux. On a cette augmentation de la dette. On a les mesures d'économie d'Elon, dont on voit mal, ce qu'elles vont donner notamment sur le front de l'emploi, parce que 20% de la création d'emplois cette année, c'est la fonction publique. Il y a toute la problématique clean tech qui a été aussi un gros facteur d'emploi ces dernières années. Ouais. A priori, il n'est pas très ESG compatible, Trump, mais d'un autre côté, les grands plans des grandes usines propres, etc., concernent pas mal de districts républicains, donc on imagine qu'il ne va pas forcément tout couper tout de suite. Je pense surtout qu'il faut vraiment dissocier le discours qui est volontairement très clivant et navrant globalement, des actes dont on peut espérer qu'ils seront un peu... Et simplement, pas parce que il sera particulièrement tolérant ou quoi que ce soit, mais simplement parce que il est très attentif au marché. Des taux à 5%, c'est négatif pour toutes les classes d'actifs. Et donc, on peut espérer qu'il y aura un peu de retenue. Justement, les marchés, depuis, j'ai envie de dire quasiment des décennies maintenant, une bonne grosse décennie, ils sont drivés, pilotés, calmés, chouchoutés, on emploiera le mot qu'on voudra, par les banques centrales. Et là, cette histoire de programme, cette crainte de l'inflation, d'un retour ou d'une amplification de l'inflation, ça vient se heurter de plein fouet avec la belle stratégie construite par la Fed, imaginée et validée par les marchés, avec en plus tout ce qu'on sait d'animosité qu'il peut y avoir entre le patron de la Fed censé être indépendant et Donald Trump qui a laissé même entendre que s'il fallait changer la loi pour qu'il soit moins indépendant, on changerait la loi. Oui, alors je pense que le patron de la Fed effectivement est indépendant et qu'il l'est jusqu'en mai 2026, mais c'est demain matin. Et après, effectivement, la Fed réussissait à piloter un atterrissage en douceur. Là, ça va être un peu plus compliqué. Les marchés anticipent déjà beaucoup moins de baisse de taux dans l'année à venir. Oui, ça va être plus difficile à piloter. Comment est-ce qu'on doit le jouer, du coup, ce scénario ? Est-ce qu'on peut jouer ce Trump ? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Comment est-ce que vous le dessinez ? Alors, une forme de Trump trade, peut-être. Oui, alors les Trump trade, effectivement, on les a vus. On peut en garder certains. Je pense que d'autres sont plus risqués. Je pense qu'on peut jouer sans grande crainte le thème des relocalisations, qui est un thème qui est vraiment très local, entre guillemets, au sens où c'est la seule zone géographique qui met vraiment en œuvre une politique de relocalisation. Donc ça, c'est voué à perdurer. Par ricochet et pour d'autres raisons qui sont que les baisses de taxes vont impacter plus les small mid et qu'une éventuelle hausse du dollar les impacte moins, on peut jouer donc les small mid cap américaines, on peut jouer le S&P equal weight puisque là aussi les big techs n'ont pas grand chose à gagner côté impôt et plus à perdre côté dollar et encore plus côté supply chain asiatique. Donc voilà, on peut aller sur ce genre de thème. Après, on n'est pas obligé de rester. Je pense que c'est pas inutile de se poser la question de savoir si tenter, et c'est pas quelque chose qui était recommandable depuis longtemps. Ça ne mérite pas une petite allocation supplémentaire sur d'autres zones, c'est-à-dire de baisser un petit peu la part des US et peut-être d'aller sur le Japon qui est assez isolé. Qui est relativement isolé par rapport aux autres de toute cette agitation, en faisant attention aux yens, donc peut-être sur des domestiques japonaises. On peut vouloir être
carrément contrariant, c'est-à-dire se dire que finalement, il n'y aura pas 60% de droits de douane sur la Chine. Et que donc, et en plus qu'il y a jouer que l'éléphant ne cassera pas trop de. Il y a un plan de relance en suspens qui arrivera peut-être après des annonces, et donc comme le marché a quand même massivement sous-performé, qu'il est raisonnablement décoté, ça vaut peut-être la peine de tenter un peu donc le scénario 2025 finalement il est plutôt favorable aux actions? Globalement, avec prudence dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité. C'est-à-dire que entre la communication, qui une fois encore n'est pas, on l'espère, n'est pas la réalisation finale, mais entre la communication et puis il n'y a pas que Trump. On a vu émerger des petits doutes sur l'intelligence artificielle à court terme, c'est-à-dire sur les applications commerciales. Je pense qu'à long terme, il n'y a aucun doute. Mais à court terme, il y a une petite transition peut-être. Il y a une petite transition chez Nvidia, elle se passera peut-être très bien, mais de Hopper à Blackwell, on a théoriquement quand même que les armes ne montent pas jusqu'au ciel, donc voilà. Une petite transition peut arriver. Voilà. Ouais. Juste pour terminer, Séverine Piodeval, il y a un actif qui a largement fait la une avec Trump, c'est le Bitcoin. Comment vous le regardez, cet animal-là ? Alors, oui, c'est le grand gagnant des élections. Je le regarde en me disant que c'est un actif, certains contesteraient, mais c'est un actif qu'on ne peut pas valoriser puisqu'il n'a pas de cash flow, pas de loyer, etc. Donc, son prix dépend uniquement de l'offre et de la demande. Et si on regarde ce qui a été dit ces derniers mois, donc l'offre, on la connaît, c'est 21 millions à terme, point. Il y en a 19,5, je crois, au tenté. Il y en a 75%, enfin là-dedans, il y en a 75% qui ne changent jamais de main ou qui ont été perdus. Donc on a un marché qui est très étroit et dans lequel on vient de dire avec le Bitcoin Act qu'il y avait 800 000 bitcoins. Si la loi passe, ce qui est tout sauf sûr, mais si la loi passe, il y a 800 000 bitcoins à acheter pour les réserves américaines. Et il y a MicroStrategy qui a annoncé qu'il en a acheté aussi dans les prochaines années 400 000. Donc vous avez un marché qui doit représenter, y compris ce qui reste à émettre, entre guillemets, ou à miner. Voilà. Vous avez un marché qui doit représenter à peu près 6 millions de bitcoins, sur lequel on vient de vous annoncer qu'il y avait 1,2 million d'achats devant. C'est très porteur, mais si le Bitcoin Act ne passe pas, ça peut être... Et ce qui est un peu inquiétant sur ce marché, c'est qu'il est très, très leveragé. C'est-à-dire que vous avez un effet de levier chez MicroStrategy, vous avez des ETF leveragés sur MicroStrategy, ça fait beaucoup de levier. Bon. Ça marche à la hausse comme à la baisse. On le regarde, mais il faut rester prudent. Après, je pense que c'est pas du tout aberrant d'avoir du Bitcoin dans une allocation à long terme. C'est aussi peu aberrant que d'avoir de l'or, du vin, des montres. Mais autant je pense qu'il faudra être un peu prudent sur la loi en question. C'est pour ça que Radio Patrimoine parle de tous les actifs. Merci beaucoup d'être passé, Séverine Piodeval, donc pour vifargent.io. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre petit voyage du mercredi matin au cœur de la gestion de votre patrimoine et on accueille à présent Alban de la Rétrie. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, gérant à la financière d'Uzès. Et on va essayer de proposer une espèce de petite fiche de mode d'emploi dans le monde de l'assurance vie. Alors là, tout le monde a une oreille en disant « Oh, c'est bon, je connais l'assurance vie ». Ouais, mais non, parce qu'il y a ce point un petit peu particulier, ce qu'on appelle un mandat dédié en assurance vie. Alors on compte sur vous pour nous dire un petit peu ce que c'est, comment ça marche, et puis comment ça se différencie. Puis on va voir un petit peu qu'il a peut-être des neveux, des cousins, des proxys dans d'autres domaines patrimoniaux, et on va essayer de mieux saisir ce que c'est que ce mandat dédié. Est-ce que vous pouvez nous en faire un peu le portrait robot, nous dire un petit peu ce que c'est et en quoi il se distingue finalement d'une assurance vie, disons, classique ? Alors, c'est très simple, Cédric. Le principe du contrat dédié, c'est vraiment un contrat d'assurance vie, ça tout le monde connaît, c'est le placement préféré des Français, dans lequel on peut loger un compte-titre géré sous mandat de gestion par un professionnel. C'est vraiment l'équivalent du compte-titre avec la fiscalité de l'assurance vie. Donc, on loge un compte géré en titre vif dans une enveloppe fiscale assurance vie. Voilà, ça c'est la beauté du contrat dédié.
Voilà ce qu'on appelle un mandat dédié. Et aussitôt, quand on commence à parler de cette technique-là, on se dit, tiens, ça me rappelle furieusement un produit qu'on retrouve à la frontière française, entre guillemets, direction le Luxembourg, avec ce qu'on appelle les fonds internes dédiés, les fameux FID luxembourgeois. Il y a un avantage compétitif de l'un, de l'autre. Enfin, comment est-ce qu'on fait son marché, son choix ? Alors effectivement, tout le monde connaît, dans notre milieu, le FID luxembourgeois. Les CGP sont très friands de ce produit-là. Et c'est vrai qu'ils y trouvent plein d'avantages. Mais en fait, stop au French bashing. Parce que le contrat dédié, voilà, Cocorico, ça fait du bien, on en a tous besoin, surtout en ce moment. En fait, le contrat dédié à la française, c'est l'équivalent du FID luxembourgeois. On peut faire quasiment la même chose. L'enveloppe fiscale, c'est la même. Donc les différences sont vraiment très très fines. Et on a même un petit avantage en France, c'est que dans un FID luxembourgeois, les dividendes sont taxés à hauteur de 15%. Ce sont des prélèvements à la source sur les titres étrangers, alors que dans les contrats dédiés en France, l'intégralité des dividendes et des plus-values sont défiscalisées tant qu'elles restent à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Bon, donc pas la peine de prendre le TGV pour Luxembourgville. On peut se contenter de ce mandat dédié. Malgré tout, peut-être quelques questions pratiques. C'est vrai que quand on parle souvent de contrat d'assurance vie luxembourgeois, tout de suite, il y a ce petit soupçon, je vais pas dire de luxe, mais bref, d'un certain niveau patrimonial. C'est le cas, du coup, aussi pour le mandat dédié. Enfin, je veux dire, il y a presque un montant minimum qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à un contrat dédié. Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que le FID luxembourgeois est plutôt réservé à une clientèle assez haut de gamme, puisqu'il faut souscrire au minimum 250 000 € pour y avoir droit. D'accord. En France, c'est plus souple, ça dépend des compagnies, ça dépend des sociétés de gestion. Par exemple, nous à la financière d'Uzès, on ouvre un versement de 100 000 €. D'accord. Voilà, donc plutôt accessible, et ça permet d'avoir vraiment un compte géré sous mandat par un professionnel dans une assurance vie et avec la possibilité d'y mettre plein de choses à l'intérieur. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut mettre comme type d'actif ? Parce qu'on nous dit personnaliser tout ci, tout ça, que c'est une gestion totalement sur mesure, que ça va refléter, entre guillemets, nos préférences personnelles. C'est-à-dire qu'on peut mettre quel type d'actif ? C'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment, on va avoir presque la même souplesse que dans un compte titre, dans lequel on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Bien sûr. Dans un contrat dédié, on a la possibilité de mettre des OPCVM, ça c'est bien connu, comme les unités de compte. Voilà. Et puis, on peut aussi mettre des titres vifs, donc des actions cotées en bourse, des obligations en direct. Et puis, on a accès aussi à toute une gamme de produits structurés. On est vraiment très libre. La seule chose qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est des matières premières. D'accord. Parce que ça, ce n'est pas éligible à l'assurance vie. Mais sinon, vraiment, tout ce qu'on peut mettre dans un compte titre, on peut le loger dans cette enveloppe fiscale. Et en quoi est-ce que ce produit, entre guillemets, est transparent ? Enfin, ne prenez pas mal le mot transparence, mais on confie les clés du camion à son gérant, ou on a aussi un petit peu on peut garder un peu la main, de dire tiens, je voudrais que vous donnez un petit peu mon sentiment aussi, peut-être aider ou accompagner la gestion, être capable d'influer peut-être un petit peu sur la gestion de son professionnel. Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Il y a le côté transparence. Ça, c'est vrai que dans un contrat en unité de compte classique, on a souvent du fonds euro, on a parfois des CPI et des unités de compte dans lesquelles on ne sait pas vraiment ce qu'il y a forcément dans ces fonds. Elles sont gérées par des grandes sociétés de gestion, mais c'est souvent un peu opaque pour le client final. Oui, on ne connaît pas forcément le ligne à ligne. Enfin, voilà. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ces fonds. Dans un contrat dédié, on peut donc acheter des titres en ligne à ligne, ce qui permet d'avoir une transparence vraiment sur son portefeuille. Quand j'ai du Apple et du LVMH, je sais ce que j'ai dans mon portefeuille. Quand j'ai le fonds X ou Y, c'est moins clair. Voilà. Donc ça, c'est pour la transparence. Ensuite,
Pour la partie, je m'immiscie un petit peu dans la gestion. Ouais. Alors, j'ai envie de prendre part, quoi. Ouais, je m'y j'ai envie de prendre intéresse. part. Alors ça, pas dans trop un mandat de gestion, non. Par contre, tout ça se prépare lors de la rencontre avec son gérant, avec son conseiller. On fait ce qu'on appelle un questionnaire de connaissances clients, donc le KYC, très connu. On va donc bien renseigner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sa capacité à prendre des risques. Et en fonction de tout ce questionnaire, et notamment aussi le questionnaire sur maintenant les choix éthiques, vous savez, sur l'ISR, sur le ESG, en fonction de tout ce questionnaire, le gérant va vous proposer une gestion qui vous correspond vraiment personnellement. Et ça, on peut en reparler, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire au jour le jour, mais je veux dire, si voilà, la vie est ce qu'elle est, on peut évoluer, on peut... C'est bien sûr évolutif, c'est bien sûr évolutif en fonction des goûts, en fonction de son état de vie. On n'a peut-être pas les mêmes envies quand on est à la retraite ou quand on est jeune, actif, plein d'envie. Donc voilà, ça se met à jour quotidiennement. Et est-ce que c'est plus efficace qu'une gestion traditionnelle, on va dire, du coup ? Écoutez, nous, on aime bien, on est très attaché à la financière du ZES au titre en direct. En tant qu'ancien agent de change, on aime bien, on a encore la passion du titre et des sociétés et des managers. Et donc, c'est vrai qu'aller investir en direct dans une entreprise, c'est souvent plus parlant pour l'investisseur et pour l'épargnant parce qu'il sait ce qu'il a dans son portefeuille. C'est souvent des grandes marques, des grands noms qu'il peut connaître et qu'il suit. Donc ça, c'est quand même assez valorisant. Et puis, ça permet d'aller chercher les dividendes et d'aller chercher les performances des actions en direct. Et donc, sur le long terme, oui, c'est très performant. Bon, quelques détails aussi, parce que quand on parle de gestion de patrimoine en France, on parle toujours de fiscalité. Alors, il y aura plusieurs rideaux, on va dire. D'abord, est-ce qu'il y a des bénéfices fiscaux supplémentaires de ce mandat dédié ou est-ce qu'on est vraiment dans le cadre de l'assurance vie ? Et puis peut-être derrière aussi, parler de la transmission, parce que voilà, c'est un peu les deux jambes, on va dire, de l'assurance vie. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Il y a des bénéfices fiscaux spécifiques à ce mandat dédié ou finalement non ? Non, il n'y a pas de bénéfices fiscaux particuliers. C'est les mêmes que pour un contrat assurance vie. Donc, durant la vie du contrat, il n'y a pas de fiscalité. En dehors du fonds euro, vous savez, dans l'assurance vie, tant qu'on ne sort pas l'argent, il n'y a aucune fiscalité en cours de vie du contrat. Lorsqu'on sort son argent du contrat, là, on paye sur les plus-values et sur les prélèvements sociaux pour atteindre environ 30% donc de ces plus-values selon les cas. Alors parfois c'est 24, parfois c'est 30. Ça dépend des montants et de l'âge du contrat. Voilà. Et pour la transmission, c'est pareil. Et pour la transmission, c'est la même chose. C'est le cadre de l'assurance vie. Donc avec les règles avant 70 ans, 150 000 euros sans aucun droit par bénéficiaire. Et puis au-delà, c'est 20%. Et puis et donc c'est vraiment les mêmes règles que pour un. Et là, je reviens à une de mes questions précédentes. Là encore, en termes de fiscalité, que ce soit courante ou de transmission, etc., il n'y a pas de différence par rapport au fonds luxembourgeois, au FID ? Il n'y a pas de différence. Pas d'avantage Le fonds luxembourgeois, si vous êtes en France, si votre résidence fiscale est en France, c'est les règles françaises qui s'appliquent. Ouais. Donc, c'est exactement les mêmes règles. À la différence près, ce que je vous disais aussi, c'est ce prélèvement à la source qui existe donc au Luxembourg et qui n'existe pas en France sur les dividendes. Allez, pour terminer, Alban de la Reterie, on imagine que ce produit, cette philosophie, on peut la trouver aussi, j'ai envie de dire, un peu partout. Après, chaque maison a un peu sa spécificité, son approche. On va pas faire une réclame de dingue. Le but est d'être plus pédagogique. Comment vous l'appréhendez un petit peu, ce produit ? Quelle est un petit peu la spécificité, la sauce financière du ZES pour bichonner son client via ce type de produit ? Alors, la sauce financière du ZES, ce que vous dites, c'est déjà, nous, ça fait plus de 30 ans que l'on propose ce produit à nos clients. Tout le monde peut le proposer, mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Le contrat d'assurance vie classique reste très majoritaire, même dans les sociétés de gestion privée. Mais de plus en plus, effectivement,
le propose. Notre particularité, c'est qu'on a noué des partenariats forts avec des compagnies d'assurance vie que l'on connaît bien depuis de nombreuses années, qui nous ont délégué donc la gestion de ces contrats, qui ouvrent les comptes de ces contrats dans les livres de la financière d'USES. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Et puis, comme je vous disais aussi, c'est notre attachement donc au titre en direct qui fait vraiment notre force. Et enfin, on a maintenant, on a bien introduit les produits structurés à l'intérieur de ce mandat de gestion. Ces fameux produits structurés. Les fameux produits structurés. Et qui sont rares en fait dans les mandats de gestion dans une assurance vie. Et ça, c'est une bonne diversification et une bonne source de rendement pour nos clients. Merci beaucoup, Alban. Merci à vous, Cédric. Alban de la Rétrie, donc, pour Financière d'USES et ce contrat dédié en assurance vie. Spécificité, donc, pas besoin de prendre le Thalys pour Luxembourgville. Merci d'être... Merci, à très bientôt. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et on s'intéresse maintenant au marché immobilier. Je vous le disais en introduction tout à l'heure, Stéphane Descartier nous accompagne pour SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Stéphane Descartier, quand on s'est mis d'accord, m'a écrit un petit mot en me disant... C'est mort pour la location de courte durée. Donc voilà, on va titrer « C'est mort pour la location de courte durée ». Bon, ça veut dire que tout ce qui est nouvelles mesures de décence énergétique, le meublé, tout ça, enfin bref, faut oublier. Oui, enfin effectivement, on peut dire que la location courte durée, le Airbnb, etc., on prend un gros coup dans l'aile et quasiment ça va devenir impossible, n'ayons pas peur des mots, en tout cas sur les zones tendues. Bon, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que c'est vrai que la location courte durée enlève du parc locatif à l'année, etc. Et puis, il y a certains secteurs, le Pays Basque, la Bretagne, etc., où ça enlève déjà sur de la tension qui existe, déjà. Donc, ce sont des logements qui échappent à la location longue durée et qui deviennent en courte durée, parce que ça rapporte plus, effectivement, aux propriétaires. Il y avait une fiscalité qui était plus avantageuse. Donc, il y a une loi donc soutenue par Madame Lemeur, donc qui est passée. Ça a été voté. A priori, ça ne bougera plus. Donc, avec quand même quelques nouvelles mesures qui vont, pour le coup, vraiment freiner et rendre quasiment impossible dans plein de secteurs. Donc, la location courte durée. Donc, la première chose, on le savait, ça avait déjà été annoncé. Donc, c'est une obligation de décence énergétique. Vous le savez, donc de la même façon, donc les F, donc les G notamment, qui vont être interdits dans un mois, quand même là. Parce que jusqu'à présent, effectivement, le régime commun prévoyait tout ça, mais pas pour la location courte durée. Là, pour le coup, abracadabrantesque, comme on dit Chirac. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'on se pose quand même la question. Ça soulève quand même beaucoup de questions, notamment parce que vous avez des biens de caractère pour louer dans des week-ends. Donc, par exemple, on oublie la ferme en pierre dans le Jura avec la cheminée, c'est terminé. La bergerie en Corse, c'est terminé. La cabane de pêcheurs dans les Calanques de Marseille, c'est terminé. Donc ça, ce seront effectivement des biens sur lesquels on passait des week-ends comme ça, entre amis, etc. C'est terminé, a priori, si la loi est appliquée clairement. Donc c'est quand même des biens un petit peu qui avaient du cachet, qui avaient quand même du charme. Au 1er janvier, on ne pourra plus les louer, y compris en courte durée. Ou alors, il faut les recouvrir de polystyrène, quoi. Voilà, donc couvrir les murs en pierre, en polystyrène. Après, la pierre ne respire plus. Enfin, c'est épouvantable. Donc là, on s'attend quand même à des choses quand même un peu compliquées. Donc ça, déjà, d'accord. Alors ensuite, la réduction du nombre de jours, c'est que pour votre résidence principale, vous pouvez louer jusqu'à 120 jours par an. Donc ça va passer à 90 jours. En tout cas, tous les maires auront la possibilité de ramener à 90 jours. Bon, ça concerne la résidence principale. Mais par contre, la troisième mesure qui, là, pour le coup, va sortir énormément d'appartements, de maisons du parc locatif, et surtout d'appartements, c'est le fait que les assemblées générales auront la possibilité de voter l'exclusion, l'interdiction, donc de faire de la location courte durée dans l'immeuble. Jusqu'à maintenant, il fallait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il fallait 100% des propriétaires qui disent on interdit le Airbnb, la location de courte durée dans l'immeuble. Celui qui... celui qui il n'allait pas se tirer une balle dans le cou. Celui qui avait son Airbnb, effectivement, il disait non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux pas. Là, ça va être aux 2 tiers.
Simplement. Donc les 2 tiers, ils vont être facilement... 2 tiers de jaloux qui vont se dire j'en Voilà. ai marre que l'autre il paye ses vacances. Voilà, tout à fait. Non, mais surtout alors il faut le reconnaître aussi. Non, mais oui, bien sûr. La location courte durée dans un immeuble, quand vous avez des désagréments groupes de terribles, touristes qui vont faire du bruit, qui vont faire la fête, etc. Donc bon, tous les voisins peuvent être un petit peu parfois embêtés pour pas dire plus. Donc là, on est à peu près sûr aussi que beaucoup de copropriétés vont voter l'interdiction. Donc ça, je pense que ça va faire partie des coups d'arrêt à la location courte durée, on n'en doute pas. Et puis enfin, et surtout, au moins en équivalence avec cette dernière mesure, c'est donc la fin des avantages fiscaux aussi de la location courte durée, avec notamment, vous savez qu'on avait un abattement de 50%. Quand on ne fonctionnait pas au réel, on prenait l'abattement donc qui était de 50%, donc qui était pas mal, voire 71% pour les biens classés. Donc maintenant, ça tombe à 30% d'abattement seulement, donc comme le micro-foncier. Ouais. Bon, mais là, voilà. c'est pas que la location de courte durée, c'est carrément le meublé qui prend du poids. Oui, alors c'est pas sûr. Pour le meublé à l'année, c'est pas sûr. Peut-être qu'on resterait quand même à 50%. D'accord. Mais enfin, en tout cas, pour la location courte durée, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Si tant est qu'on puisse être sûr de quelque chose en ces temps d'instabilité politique qui sont quand même un petit peu complexes. Mais enfin, en tout cas, effectivement, ce qui a été voté pour l'instant avec la loi Le Meur, c'est ça. C'est-à-dire que on passe à 30% d'abattement. Et pour ceux qui fonctionnent au réel, donc qui pratiquent les amortissements, ça c'est un très gros coup dur aussi. Ces amortissements seront décomptés à la vente pour la plus-value. C'est-à-dire, ce que vous avez amorti, il faudra le retirer du calcul, de l'assiette de calcul, quand vous passerez à la plus-value, si vous vous séparez du bien, au bout de 10 ans, 20 ans, etc. Donc, en gros, ce que vous avez gagné pendant l'exploitation de votre... vous le perdez à la sortie. Donc, moins d'avantages fiscaux, beaucoup plus d'interdictions. Donc, c'est clair que le Airbnb, la location courte durée, ça va se réduire comme peau de chagrin. Bon, c'était la volonté, mais effectivement, ça va marcher. Ça, c'est sûr, ça va marcher. Un petit mot quand même, une fois qu'on découle de tout ça, d'un terme qu'on entend depuis plusieurs longues années, c'est celui de statut du bailleur privé. Ouais. On l'annonce, on l'espère, puis on l'oublie, on nous le resserre, etc. Pourquoi est-ce que ça veut pas ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça tarde à arriver ? Est-ce que ça pourrait vraiment aider les propriétaires ? Enfin, voilà, comment on doit l'appréhender Pourquoi est-ce que ça marche pas, Cédric ? Pour l'argent. Ça ne marche pas pour l'argent. Le nerf de la guerre. Parce qu'effectivement, les revenus fonciers, vous le savez, ils sont traités à la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux à 17,2. Donc, on est vite sur des montants d'impôts très élevés. Donc, les recettes liées aux revenus fonciers sont quand même très importantes. Et on cherche de l'argent de partout. On n'arrive pas à boucler un budget. Donc, j'ai bien peur que ce statut du bailleur privé qu'on nous promet depuis des années, moi, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Donc j'ai bien peur que malgré les annonces de notre ministre, Madame Létard, qui dit on va remettre ça sur le tapis, mais le précédent ministre l'avait dit, celui d'avant l'avait dit, et puis rien n'est arrivé. Je ne sais pas si c'est effectivement au moment où on cherche de l'argent et où on gratte les fonds de tiroir pour boucler les budgets qu'on va y arriver. Mais surtout, ce qui est quand même assez étonnant, c'est de voir notamment sur le rapport de Madame Le Meur, qui était quand même très intéressant parce qu'il faisait justement une comparaison entre la location nue et la location meublée. Et sur ce rapport, ce qui était quand même assez flagrant, c'est que la location nue est une impasse, puisque alors particulièrement sur les zones tendues, et on pourrait le résumer par 3 chiffres. Le rendement est... Le rendement, quand vous regardez sur les zones tendues, en location nue, je parle bien, quand vous regardez sur les zones tendues, par exemple à Paris ou à Lyon, et notamment toutes les villes qui encadrent les loyers, parce qu'en plus vous êtes pris dans un étau avec l'encadrement des loyers, le plafonnement des loyers d'un côté, et puis la fiscalité de l'autre. Regardez par exemple à Paris. En gros, le plafonnement des loyers va vous donner du 3% brut. Vous enlevez vos charges, votre taxe foncière, les charges de copro, etc. par propriétaire, vous tombez à 2%. Avant les impôts. Les impôts arrivent à partir de la tranche à 30%, plus prélèvements sociaux à 17,2, il vous reste à peine 1%. Alors si vous êtes à 41%, à 45%, c'est même pas 1%. Et si vous êtes à l'IFI, ça vous coûte de l'argent de louer. Du coup, ça vous coûte de l'argent de louer. Je le disais, vous êtes un des plus fins spécialistes de ce monde immobilier. Qu'est-ce qu'on fait quand on est propriétaire dans une zone tendue, du coup, aujourd'hui ? Si on veut, en location nue, la seule façon de s'en sortir, c'est des travaux.
c'est de faire de gros travaux, puisque reste encore donc les possibilités de faire du déficit foncier. Parce que vous savez que les gros travaux, on peut les déduire de ces revenus fonciers. Ça, on n'y a pas encore touché. Ça, on n'y a pas encore touché. Et a priori, on ne devrait pas y toucher, notamment avec le besoin de rénovation des passoires énergétiques et tutti quanti. A priori, ça ne devrait pas bouger. Et puis les travaux, c'est quand même bon pour tout le monde. C'est bon pour les locataires, c'est bon fiscalement pour les propriétaires, c'est bon pour les artisans, ça fait rentrer de la TVA. Les biens se rénovent, c'est bon pour la planète, enfin c'est bon pour tout le monde. Donc a priori, les travaux ne devraient pas être touchés. Par contre, en revanche, si vous avez un bien qui est en parfait état, faut le vendre. Bon, donc dans les solutions patrimoniales, il y a le déficit foncier. Le déficit foncier et quoi d'autre va continuer. Alors sinon, le meublé au réel, c'est-à-dire à l'amortissement à l'année, a priori, devrait continuer, même si, pour l'instant, dans les textes, il y aurait une reprise aussi des amortissements pour le calcul de la plus-value. Ça ne concernerait pas, a priori, les résidences-services, donc résidences étudiantes, EHPAD, etc. Et également... alors, pour l'instant, c'est les textes, mais il y avait eu un amendement qui avait été repris, puis dévoté, revoté, etc. Mais a priori... on est un certain nombre à penser que l'allocation à l'année, c'est-à-dire si vous faites des baux 12 mois, un étudiant, etc., on ne devrait pas être concerné par la reprise des amortissements. Donc, le meublé à l'amortissement, ça reste quand même très favorable, puisque, globalement, entre vos intérêts d'emprunt, les amortissements, ça vous permet d'avoir quand même des revenus défiscalisés pendant un certain nombre d'années. Donc, le meublé à l'année, hors LCD qu'on vient de voir, devrait quand même rester assez intéressant. Mais d'une certaine façon, là, il faut aussi faire attention parce que il faut, notamment tous ceux qui nous voient, nous regardent ou qui nous écoutent, il y a un phénomène qu'on connaît, c'est qu'aujourd'hui, on a une pénurie locative qui est énorme, qui n'a effectivement jamais été aussi élevée quasiment qu'en ce moment. Je veux dire, si vous mettez un bien à la location à Paris, vous avez 600 demandes en 24 heures. C'est complètement fou. Mais, Cédric, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Donc ça va... Parce que ça va forcément empirer, parce que en ce moment, là, cette fin d'année 2024 et encore un peu 2025, on va avoir des livraisons de biens neufs qui ont été vendus il y a 2-3 ans, quand le marché était pas trop mauvais. Mais dans 2-3 ans, vu que la production de neuf est quasiment à l'arrêt aujourd'hui, qu'il y a de moins en moins de, notamment bailleurs, y compris dans l'ancien, puisque dans l'ancien, on est passé de 250 000 biens investisseurs à peine 100 000 cette année. Donc le neuf, on fait moins 60 et on va bientôt être à zéro. Et l'ancien, on fait moins 50, moins 60. Donc la pénurie va s'amplifier. Donc là, on va avoir effectivement une ultra pénurie, de la pénurie qui va se rajouter sur la pénurie. Bon. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on risque d'avoir une généralisation du plafonnement des loyers, parce que tout ce qui est rare est cher. Donc Bien les sûr. loyers vont exploser. Et du coup, tout le monde va être tenté d'utiliser cet outil-là. Tout le monde va être tenté effectivement de plafonner les loyers, sauf dans les villes où il y a une majorité de propriétaires. Pourquoi donc ? Parce que ça, on le voit par application simplement de la démocratie. Regardez les villes qui imposent aujourd'hui le plafonnement des loyers. C'est Paris, Lyon, Lille, Bordeaux. Ce sont des villes qui, plus ou moins, sont à 70% de locataires. D'accord. Donc, quand un maire a la possibilité d'avantager 70% de ses administrés et qu'en plus, ça lui coûte pas un rond, il le fait. Ouais. Il le fait. Ouais. Tandis que dans une ville, il aurait tort de se priver. Tandis que dans une ville, par exemple comme Nice, où il y a presque 50% de propriétaires, il y a beaucoup moins de chances pour que ça arrive, parce que on est relativement bien équilibré. Et il y a des tas de villes, alors ce sont plutôt les périphéries plutôt bourgeoises, donc plutôt ouest des grandes métropoles, où là, on a des villes où on aura beaucoup moins de chances et de risques d'aller vers, effectivement, un plafonnement des loyers. Donc il faut privilégier, si on veut investir, ces tout à fait. villes-là. Ces villes. Et ça, ce sont des données qui sont connues. Vous regardez, vous avez des sites, il y a l'INSEE qui donne ses stats. Vous savez tout de suite si dans telle ville, Saint-Maur-des-Fossés, par exemple, il y a 70% de propriétaires. Donc là, vous êtes à peu près sûr, dans certaines villes, qu'il n'y aura jamais de plafonnement des loyers, tout simplement par application de la démocratie. Donc ça, c'est vraiment un facteur dont il faudra, parce que les loyers vont exploser. Ça, c'est le bon côté pour les bailleurs. Bien sûr. Les loyers vont considérablement exploser. Donc si on veut s'en prémunir, il faut regarder des villes où il y a une majorité de propriétaires. Juste pour terminer, parce que je ne peux pas vous laisser partir avec autant de constats et pas de solutions, vous avez 2-3 idées pour débloquer cette situation, pour rétablir peut-être l'équilibre, pour... Alors écoutez, moi je fais pas de politique, parce que c'est tellement compliqué. Non, mais faisons déjà de l'IMO. Oui, bien sûr.
Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, moi je trouve quand même assez injuste et assez terrible qu'on paye l'IFI, notamment c'est ce qui nous mêle pour notre bailleur de tout à l'heure avec l'IFI, on arrive à des rendements négatifs. Est-ce bien normal qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas d'ISF sur votre Lamborghini, sur votre Bugatti Veyron à 2 millions d'euros, sur votre yacht à 10 millions d'euros? Il n'y a pas d'ISF. Sur un bien que vous donnez à la location à un étudiant, vous payez de l'IFI. Là, il y a quand même un problème. Ouais. Enfin, d'un côté, effectivement, vous pavanez sur votre yacht ou dans votre Bugatti, vous n'avez pas d'IFI, vous n'avez pas d'ISF, et sur un bien que vous donnez à la location, en plus. Ouais. Encore sur son petit appartement, son hôtel particulier ou sa maison résidence secondaire, de payer l'IFI. Oui, pourquoi pas? Mais sur un bien qui est offert à la location, et offert, c'est le cas de le dire, quand ça vous coûte de l'argent. Là, je veux dire, au moins sur des biens qu'on offre à la location, qu'on n'ait pas d'IFI, et puis, si on peut appeler de nos voeux, on ne sait jamais, qu'on ait enfin un statut du bailleur privé pour rééquilibrer la fiscalité entre le nu et le meublé. C'est vrai que le meublé est beaucoup mieux traité que le nu, donc il faudrait rééquilibrer ça, mais là, pour l'instant, on prend plutôt la voie d'augmenter la fiscalité du meublé, plutôt que de baisser celle du nu. Bon, on peut toujours rêver, mais peut-être que demain, on aura la possibilité, y compris en nu, d'amortir, en tout cas sur ce qu'on offre à la location, peut-être avec des plafonds de loyer, peut-être sous réserve d'avoir des locataires avec plafond de ressources, etc. Pourquoi pas, mais au moins offrir à des bailleurs qui vont mettre un bien à la location un traitement fiscal qui soit moins effectivement confiscatoire qu'en nu, puisque comme vous le savez, 41% plus prélèvements sociaux, on est déjà à 60%, 58% et à 45%. On est à 62% d'impôts. Bon, c'est trop. Je veux dire, voilà, après, c'est de cette façon qu'on est passé de Paris. Paris, on avait 1 million de biens locatifs en 1950. On est passé à 600 000 dans les années 90. On est à 350 000 aujourd'hui. Et après, on a des écoles qui se vident et ceci. Mais voilà, parce que les gens ne sont pas masos, les propriétaires ne sont pas masos et ils savent compter. Merci beaucoup Stéphane de ce franc-parler, toujours très agréable à écouter. Stéphane Descartiers, donc SD Conseil et Formation dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine comme promis en s'adressant plutôt aux chefs d'entreprise. On va parler bien évidemment de gestion de trésorerie et pour ce faire, Aurélien Herlem est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Conseil en optimisation de trésorerie chez WeDoWin. D'abord, peut-être juste un petit mot pour positionner un peu WeDoWin. Tout le monde ne connaît pas forcément, nous dire un petit peu qui vous êtes et comment vous vous inscrivez un petit peu dans cette histoire de gestion de trésorerie, de patrimoine. Très bien. Déjà, à nouveau, merci de me recevoir, Cédric. C'est l'opportunité un petit peu de présenter l'activité de gestion de trésorerie et puis également le groupe WeDoWin. Pour vous le présenter en quelques mots, on a aujourd'hui 15 ans d'existence avec le groupe WeDoWin, composé par 3 entités donc qui sont complètement indépendantes les unes des autres. La première, c'est WeDoWin Gestion Privée, donc qui vient accompagner les personnes physiques sur la partie patrimoniale et fiscale. Vous avez ensuite WeDoWin Corporate Finance, donc qui est une banque d'affaires, un cabinet de fusion-acquisition, qui vient accompagner les entreprises sur toutes les stratégies de croissance externe. Pour en préciser un petit mot, ils sont également à l'origine du premier réseau intermédiaire de fusion-acquisition, donc qui s'appelle M&A System, et qui vient, si vous voulez, comptabiliser aujourd'hui plus de 250 partenaires, donc qui sont pour majorité des CGP et experts comptables, dont le but est de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande sur ces situations ces stratégies de croissance externe. La troisième activité, donc celle que je viens représenter aujourd'hui, WeDoWin Cross Asset Solutions, on accompagne les entreprises et institutionnels sur la partie gestion et placement de trésorerie. Donc aujourd'hui, vous avez quoi? Des personnes morales, des investisseurs institutionnels, des particuliers fortunés Non, aujourd'hui, les particuliers, alors pour répondre un petit peu à l'envers, les particuliers fortunés, c'est vraiment le cœur d'activité de WeDoWin Gestion Privée. Nous, aujourd'hui, c'est les entreprises, les institutionnels, fondations et associations. Pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 1/3 de chacune de ces entités dans notre portefeuille client. Quels sont, Aurélien, les principaux outils ou produits financiers que vous avez à disposition aujourd'hui, que vous proposez pour optimiser cette gestion de trésorerie? Alors, aujourd'hui, la gestion de trésorerie est beaucoup couverte, disons, par notamment le monde bancaire via les comptes à terme. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va chercher à proposer à nos interlocuteurs, ça va être des alternatives à compte à terme, ce qui va être via des placements obligataires, donc très sécurisés, donc on appelle du placement 1/7 sur l'échelle de risque SRI.
et également du fonds euro. Donc là, on a travaillé avec l'ensemble des assureurs pour trouver les offres les plus pertinentes, les plus compétitives, et également aller négocier des enveloppes exclusives pour nos partenaires. On arrive notamment à avoir des enveloppes fonds euro avec des bonus allant chercher jusqu'à 2% par an. Donc, ce qui permet d'avoir des rendements très intéressants en restant sur du très liquide et du capital 100% garanti. Et entre guillemets, on trouve le bon produit pour chacun, ou est-ce qu'on essaye de convaincre aussi un petit peu qu'il faut se diversifier, qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier? En fait, on fait pareil pour ces grands comptes qu'on le ferait pour un particulier fortuné? Évidemment, l'activité n'est pas du tout la même, dans le sens où tous ces grands comptes, comme vous le disiez, ont un cahier des charges en général très strict à respecter, qui va différer évidemment d'une entreprise à une association ou une fondation. Mais globalement, il faut retenir que nous, on travaille uniquement des produits très sécurisés, encore une fois 1 sur 7, avec du capital et des rendements garantis. Mais des produits qui sont forcément très liquides ou au contraire moins liquides aussi? Alors nous, non, on reste vraiment sur des produits liquides. Donc, c'est-à-dire que conserver de la liquidité, que ce soit pour une entreprise ou une fondation, ils doivent avoir la possibilité de mobiliser leur trésorerie. Les problématiques vont pas être les mêmes. On reste vraiment sur de l'extrêmement liquide pour les entreprises parce que la trésorerie, elle a pour but d'être placée dans les excédents, mais ça sert avant tout au cœur d'activité de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on doit maintenir de la liquidité. Pour les fondations, associations, dont le but, les revenus de ces placements-là, c'est rémunérer leurs salariés, payer leurs charges, ils vont davantage compter sur des rendements sûrs, sur lesquels ils vont par exemple avoir un versement trimestriel et qui vont leur permettre d'assurer leurs charges. Et du coup, ce facteur de risque, entre guillemets, c'est 1 sur 7 et ça bouge pas de là? Alors, nous, c'est vraiment les solutions qu'on va travailler. Après, sur demande de nos partenaires, et notamment pour travailler des actifs illiquides, comme vous pouviez, c'est pas notre cœur d'expertise. Donc, on va aller s'adresser, par exemple, à des sociétés de private equity, des sociétés de gestion sur ce type d'actifs qui vont être experts. Nous, notre rôle par rapport à notre interlocuteur, ça va être de sélectionner ces offres. Donc, on va faire une shortlist des sociétés de gestion les plus compétentes, parce qu'on reste convaincus qu'il est important de conserver, de rester sur son domaine d'expertise. Et nous, en l'occurrence, c'est les solutions sécurisées 1 sur 7. Alors, tout ça, j'ai envie de dire que c'est simple à comprendre et à envisager quand on est dans un rythme de marché, que tout va bien, on voit en ce moment entre la géopolitique, la politique dans certains États, etc., que les conditions de marché peuvent être un peu changeantes. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter, pour adapter vos recommandations, pour adapter peut-être vos solutions de placement à ces marchés parfois turbulents? Alors, je vais avoir une réponse double, et au risque de me répéter, mais le premier point, c'est que lorsqu'on reste en fait sur des solutions assez simples, assez protectrices, le contexte de marché va juste amener un rendement plus ou moins intéressant sur ce typologie de placement. Ça fluctue pas tant que ça, quoi. Voilà, c'est ça. Après, pour vous donner un exemple un petit peu plus précis, parce que je pense que c'est intéressant d'aborder ce genre de choses aussi, on travaille notamment des placements obligataires qui vont aller chercher des maturités assez longues pour bénéficier des taux hauts qu'on a sur les maturités longues, et en même temps avec des mécanismes de rappelabilité qu'on connaît notamment dans le monde des produits structurés. Donc c'est un phénomène de rappel qui va être à la discrétion de l'émetteur. Donc là, en l'occurrence, une banque. Pour vous donner un exemple concret, on va avoir un placement obligataire avec capital protégé et rendement garanti par exemple d'une maturité de 1 à 12 ans. 1 à 12 ans, pourquoi? C'est-à-dire que chaque année à date anniversaire, la banque va avoir la possibilité de rappeler le produit. Et donc, dans ces cas-là, ça donne, si vous voulez, la possibilité à l'investisseur de s'exposer sur les taux long terme et donc de bénéficier de rendements plus intéressants pour aller cristalliser de la performance sur le moyen long terme. Et en même temps d'avoir une duration, donc une horizon de placement estimé du placement de 2 à 3 ans. Donc on arrive à obtenir le meilleur des deux mondes. Et ça, c'est particulièrement cohérent comme placement dans un contexte de taux en baisse. Les taux sont remontés très rapidement sur l'année 2022-2023. On voit que la tendance s'est inversée. Donc le but, ça devait être de profiter des taux actuels et d'aller chercher un petit peu de performance sur le moyen long terme. Ça, c'est pour la gestion, on va dire, courante. Après, il y a la gestion au quotidien, là, tout ce qui touche à cette trésorerie, il y a aussi pas mal de réglementations. Il faut être dans les cases et pas dépasser. C'est là aussi un de vos engagements, un travail, j'imagine, de chaque seconde, de vérifier qu'on est dans les clous.
Complètement. Alors, dans tous les cas, nous, on intervient dans un cadre qui est déjà extrêmement réglementé et c'est très important parce que, encore une fois, comme je vous le disais, c'est la trésorerie de ces entreprises-là. Nous, on leur donne un moyen de levier pour que leur activité puisse se dérouler de la meilleure des manières. Fondation, association, c'est et vous, le à même chaque fois, raisonnement. vous veillez à ce que ce soit conforme. C'est ça, exactement. Nous, on a un responsable juridique en interne, on se conforme à l'ensemble de ces process et j'aurais même tendance à vous dire que ça rassure nos interlocuteurs parce que c'est des personnes qui sont habituées à suivre des process réglementaires, que ce soit les directeurs financiers ou les trésoriers. Et donc rentrer dans cette forme de processus réglementaire avec notamment le KYC qu'on connaît bien là, qui permet de découvrir le profil client. Et nous, on reste dans ce cadre réglementaire là pour les accompagner au mieux. Pour vous donner un autre exemple, en revenir un peu sur les typologies de placement, on a par exemple des grandes entreprises qui doivent respecter des critères de placement de cash and cash equivalent parce qu'ils ont ce besoin de liquidité. Et nous, on arrive à trouver des solutions qui vont sortir un petit peu du cadre classique, donc notamment des contrats de capitalisation sans pénalité qui permettent en fait d'avoir une liquidité supérieure au compte à terme. C'est des offres assez exclusives, mais sur lesquelles on a eu beaucoup d'appétence parce que on vient remplacer les comptes à terme classiques. Merci beaucoup Aurélien. Merci Cédric. Aurélien Herlem donc pour WeDoWin et donc ce focus, vous savez déjà plus de choses sur ces solutions de gestion de trésorerie. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de votre confiance, de votre fidélité et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain pour un nouveau numéro de Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.